Je souhaite citer un verset biblique étrange de la Torah sur l'Égypte. Je le dis en hébreu puis je traduis. Vecha asher ya'anu oto, ken yirbe vechen yifrotz. Plus les Égyptiens persécutaient les Israélites, plus ceux-ci prospéraient, ce qui est paradoxal. Je ne l'ai jamais compris avant, car c'est notre histoire. Plus ils apportent de ténèbres, plus nous apportons de lumière, et plus ils nous terrorisent, plus nous innovons. C'est incroyable à voir, et c'est confirmé par les données. Dans cette guerre, Israël continue de battre des records en matière de fusion et acquisition, de grandes levées de fonds stratégiques et de beaucoup d'autres choses. C'est une résilience presque surnaturelle que l'on observe dans la tech israélienne. Juste par curiosité, oui, vous pouvez applaudir Israël. Qui ici a lu le livre Startup Nation? Très bien, c'est un excellent livre. Ne le dites pas aux auteurs, mais il aurait besoin d'une mise à jour. Il est un peu dépassé. Je dis cela car Israël, ses entrepreneurs et investisseurs ne cherchent vraiment plus à créer des startups, mais bâtir de grandes entreprises mondiales et durables. Ne vous fiez pas seulement à ce que je dis. Nous avons ici des investisseurs extrêmement respectés, et je veux entendre leur avis. Mais avant de commencer, présente-toi en une trentaine de secondes, Brett. Bien sûr. J'ai été investisseur en capital investissement presque toute ma carrière. J'ai commencé en 1999 comme le tout premier étudiant embauché par le groupe Blackstone, que personne ne connaissait à l'époque. Ensuite, j'ai cofondé une société de capital investissement axée sur la technologie dans la Silicon Valley, appelée Elevation Partners. Environ une décennie plus tard, Jared Kushner m'a en fait sollicité pour devenir son directeur des investissements chez Affinity Partners. Mon objectif principal, quand Jared m'a sollicité, était d'aider à commercialiser les accords d'Abraham, notamment via des partenariats d'investissement régionaux. Donc, j'ai supervisé nos activités ici dans la région. Ellie. Ellie, depuis combien de temps on se connaît? Il m'a presque élevé. Quel âge as-tu? 47. Genre 47 ans. Exactement, c'est vrai, nous étions ensemble à l'école primaire. Son père était mon directeur à l'école primaire, la meilleure école primaire. Ils ont bien fait une mention spéciale à mon père, ça c'est une vraie mention spéciale. Le père de Hill, mon directeur d'école primaire, était le meilleur de tous les temps. Très bien, allons-y. Dis-moi, raconte-moi ce que tu fais dans la vie et toute ta stratégie d'investissement en Israël. Bien sûr. Eh bien, j'ai commencé à 19 ans, j'ai obtenu mes licences de courtier américaine, la Series 7 et la Series 63. J'ai été recruté par JP Morgan, j'ai travaillé dans le groupe FX. Donc, j'ai une compréhension très approfondie des stratégies macromondiales, ce qui, à mon avis, est un peu sous-estimé en Israël parce que nous sommes une petite partie d'une très grande économie. Et j'ai déménagé en Israël il y a environ 18 ans et j'ai créé une société d'investissement spécialisée dans les situations spéciales appelée Exigen Capital. Nous sommes axés sur les thèmes macroéconomiques. Nous n'avons pas de fonds. On me demande souvent, vous en avez un? Je réponds oui, c'est plus simple. Mais nous faisons du capital patient. Nous attendons une opportunité dans laquelle nous avons un très haut niveau de conviction, puis nous la présentons à notre base d'investisseurs mondiale. Et c'est ça, exigeant capital. D'accord, je pense que je peux poser une question au nom de tout le monde dans cette salle. Le dollar, le shekel. Que se passe-t-il? Que peut-on attendre dans un avenir proche? Annoncez-moi de bonnes nouvelles. Ellie. Tu sais, je vais donner deux réponses à cette question. Si tu as écouté certains des discours à cette conférence, tu as l'impression que cette terre et ce peuple sont dotés de quelque chose de spécial. Donc, si tu portes cela à un niveau plus technique, cela signifie que le shekel est doté de quelque chose de spécial. Il y a eu des batailles pendant de nombreuses décennies entre les investisseurs privés et ce qu'on appelle les banques centrales. Parfois, ce sont les banques centrales ou les investisseurs qui gagnent. D'un point de vue spirituel, je dirais que Dieu est la banque centrale ultime et que sa monnaie est le shekel. Donc ce n'est pas rien. J'aime bien ça. Je te vole ça, Ellie. Je vais te citer là-dessus. J'adore. C'est difficile de parier contre ça. D'un point de vue économique plus pratique, les exportations d'Israël sont ce qu'on appelle inélastiques. Donc, si tu es un consommateur dans le monde occidental et que tu achètes un gadget et que tu peux l'acheter moins cher au Vietnam plutôt qu'en Chine, tu vas le faire. Mais Israël exporte de la cybersécurité, des soins de santé essentiels, de la défense, et ces choses-là ont tendance à être très demandées, quelle que soit la force du shekel. Je pense donc que, structurellement, malheureusement pour les Américains présents qui attendent d'acheter leur appartement quand le shekel reviendra à 3,33, Je ne sais pas s'il y aura un bon moment. Qu'en penses-tu?
Même si c'est excellent pour nos investissements actuels en Israël avec Affinity, cela complique la situation pour les États-Unis qui investissent généralement plus massivement que dans des appartements côté capital investissement. Donc, c'est l'actif auquel tu pensais quand le shekel était à 3,7, 3,8 lors de notre investissement. Tout ce que nous examinons, en supposant une certaine dépréciation face au dollar, est simplement un désavantage structurel pour nous en tant qu'investisseurs étrangers. Parlons de l'indépendance. C'est un sujet important aujourd'hui, notamment sur l'indépendance financière et militaire d'Israël, souvent évoquée, notamment par Bibi. Et personnellement, je pense que c'est là où nous devons aller parce que lorsque nous dépendons de gouvernements étrangers, cela ne se termine pas très bien pour nous. Parle-moi de ça. Que penses-tu de la question de savoir si Israël devrait devenir indépendant? Si oui, comment pouvons-nous y parvenir? Je vais encore l'aborder sous l'angle du capital investissement. Structurellement, je pense qu'il y aura une indépendance croissante. Israël doit gagner en indépendance dans certains domaines clés et c'est là que le capital investissement traditionnel peut jouer un rôle. Je pense qu'une relocalisation des capacités de production traditionnelles plus près des marchés va avoir lieu. Je pense que nous savons et nous avons vu le Premier ministre et le ministre de la Défense dire que nous devons avoir une production plus indépendante des composants technologiques de défense de base. Donc, je pense que vous verrez une évolution de plus en plus marquée dans cette direction. Et c'est là qu'il y a une véritable opportunité pour le capital investissement, n'est-ce pas? Si la capacité de production est beaucoup plus capitalistique, et c'est là que, selon moi, des gens comme Affinity, lorsque j'y étais, examinaient des opportunités dans l'économie traditionnelle. Je pense qu'il faudra beaucoup de capital investissement car tout ne pourra pas être financé localement. C'est exactement ce que nous disions tout à l'heure. Nous sortons de la phase de Startup Nation, n'est-ce pas? Le capital investissement en est un bon indicateur, non? Bien sûr, il y a tout un paysage de capital risque ici, nous le savons, ou nous en sommes conscients. Mais plus j'entends parler de l'arrivée du capital investissement en Israël, mieux c'est pour nous, à mon avis. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Je vais faire le lien avec l'indépendance, l'autonomie et la résilience en rapport avec l'intelligence artificielle qui est évidemment le grand sujet du moment. Je pense qu'Israël a atteint un certain niveau d'indépendance ou de statut grâce à plusieurs vagues d'innovation, que ce soit dans le domaine de la santé ou, plus récemment, de la cybersécurité, où nous sommes des leaders mondiaux par rapport à notre taille, Ou même de leaders mondiaux, je pense. des leaders mondiaux tout court. À propos du Dieu dans l'histoire de Shuko, l'IA, c'est une autre histoire, parce que ce que vous voyez dans le reste du monde, c'est que la domination de l'IA est créée par l'infrastructure physique. Ce sont de grands centres de données, et ce n'est pas traditionnellement le domaine dans lequel Israël a excellé. Donc je pense que lorsqu'on réfléchit à la manière dont Israël peut devenir autonome et résilient dans le paysage de l'IA, cela va vraiment, à mon avis, définir les prochaines décennies. Je pense qu'il s'agit de faire progresser les technologies et de les rendre plus petites et plus efficaces. C'est du quantique, c'est de l'IA experte. Donc je vais contester cela. Un peu. Il faut susciter la polémique sur Les tables rondes. créer la polémique. C'est juste parce qu'on se connaît depuis 47 ans. Tu étais plus mignon en couche qu'aujourd'hui. Je t'avais dit de ne pas en parler en public. Désolé, c'est ma faute. Donc, il faut rendre ces choses plus petites et plus efficaces. Il faut créer une IA experte. Nous n'allons pas gagner en construisant des centres de données plus grands parce que nous n'avons pas l'espace pour le faire. Quelles sont vos réflexions sur l'IA? Vous savez, je veux dire, je pense que c'est très juste. C'est une troisième tendance que nous verrions. Vous allez encore avoir besoin de beaucoup de capital pour construire beaucoup de ces centres de données. Le capital investissement traditionnel a toujours un rôle. En Israël, l'investissement a davantage porté sur les logiciels. Ce n'est pas un domaine où on voyait cela auparavant. Et pour qu'Israël devienne indépendant, non seulement ils ont besoin de centres de données, d'infrastructures pour l'énergie, mais ils doivent aussi commencer à entraîner leur propre modèle d'IA, n'est-ce pas? Aux États-Unis, on constate la création de privilégiés et de laissés pour compte. Et je pense que ce n'est pas idéal de voir un certain nombre des grands LLM et OpenAI décider qui peut utiliser leurs modèles les plus avancés et qui ne le peut pas. Et Israël, ce que nous avons constaté, c'est qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une position où ils dépendent, vous savez, nécessairement des logiciels d'IA américains pour fournir cela à Israël. Ce serait une mauvaise situation. Je vais ajouter à cela, le gouvernement américain décide qui peut faire ça. Intéressant. Très bien. Parlez-moi de ce qui attend Israël, je ne devrais pas dire les jours après l'IA, mais quelle est la prochaine étape pour Israël en termes d'innovation technologique et de business en général? Brett. Écoutez, moi, je pense que tout l'écosystème de l'IA va engendrer quelque chose de nouveau.
Il y a les effets de second et de troisième ordre, tout ce que nous voyons en découler, je veux dire les agents IA. Nous allons voir ce qu'il y aura en robotique. Vous savez, des choses comme on n'en a encore jamais vu. La robotique, mais ce ne sera pas seulement des petits robots amusants qui vont vous faciliter la vie. Si vous parlez de ce que je ne pense pas être si loin, vous verrez, vous savez, pourquoi le plan de rémunération d'Elon Musk repose sur la colonisation de Mars, ce qui semblerait impossible. Il croit qu'il y aura des robots qui seront envoyés sur Mars. Il a en fait arrêté la fabrication de UX modèles Tesla, la Model S et la Model X, pour construire des robots. C'est vrai. Pour lui, Tesla était un terrain d'entraînement pour la fabrication du futur. Il a appris cela et pense désormais que ce n'est plus nécessaire, que c'est devenu banal, sans grande importance. Mais la robotique qui permettra de coloniser Mars, de coloniser la Lune, de faire de l'extraction minière, etc., c'est vraiment le principe fondamental ici. Donc, il va simplement y avoir les premières, deuxièmes et troisièmes dérivés de l'IA, et c'est là que je pense qu'Israël peut vraiment être l'un des leaders, c'est certain. Ira-t-on sur Mars de notre vivant? Je crois évidemment en Elon Musk. Il ne prendrait certainement pas un plan de rémunération qu'il ne pense pas réalisable, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un contre qui je ne parierais pas. S'il n'y arrive pas, il fera certainement avancer de manière significative la possibilité de réellement le faire. Il a prouvé qu'il pouvait accomplir l'impossible, non? À chaque fois, on disait que c'était impossible, mais il l'a fait. Peut-être Mars de notre vivant? Tu en penses quoi? Je pense que la prochaine phase de progrès économique pour Israël est en réalité plus géopolitique. Je pense qu'il s'agit de l'intégration régionale. Je pense qu'il y a un lendemain après cette époque de guerre et il se passe déjà beaucoup de choses sous la surface. Et je pense qu'une grande partie de cela commence à émerger à la surface. Ce qui va vraiment changer, c'est l'interaction entre les personnes à ce niveau professionnel. Actuellement, si une monarchie du Golfe souhaite commercer avec Israël, elle le peut en toute discrétion. Personne d'autre ne le saura. Mais si vous êtes une entreprise israélienne et que vous allez afficher votre enseigne à Dubaï, à Abu Dhabi, à Doha, à Riyad, où que ce soit, vous prenez un risque important. La cancel culture étant le moindre des risques pour cette entreprise. Je pense qu'une fois cela dépassé, il y aura un vrai changement de paradigme pour les petites et moyennes entreprises qui pourront enfin accéder à ces lieux et s'y engager. Je suis donc enthousiaste pour elles. Les accords d'Abraham y contribuent évidemment, mais je dois dire, vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi dernièrement. Le verset célèbre que chaque juif et chaque chrétien dans le monde connaît, vous savez, ceux qui bénissent le peuple juif seront bénis, ceux qui maudissent le peuple juif seront maudits. C'est un beau concept. Si vous regardez les 10 entreprises les plus valorisées au monde, 9 sont hyper sionistes. Quelle est l'entreprise la plus valorisée actuellement? Nvidia. Le gars a triplé sa présence en Israël, non? Meta, Amazon, Google, Apple aussi, non? Combien d'utilisateurs d'iPhone ici? Levez la main. Waouh, Android? Je suis vraiment désolé, restez. Tu es sur Android? Je sais que c'est parfait. Je sais que c'est parfait. Non, mais blague à part. Comme quand tu es un juif fier et un fier utilisateur d'Android. D'accord, on se disputera à ce sujet après. C'est comme une religion, tu sais, iPhone, Android. Quand tu déverrouilles ton iPhone, les gens ne s'en rendent pas compte. Quand tu déverrouilles ton iPhone avec Face ID, est-ce que quelqu'un sait qui a inventé ça? C'est PrimeSense, une entreprise israélienne qu'Apple a rachetée. Et d'ailleurs, ce même entrepreneur vient d'être racheté une deuxième fois par Apple pendant cette guerre. La puce, elle a été fabriquée à Herzliya. Microsoft Teams a aussi été développé à Herzliya. Et c'est littéralement vrai. Je pense que 9 des 10 entreprises les plus valorisées au monde sont, encore une fois, hyper sionistes. Et c'est incroyable. Mais tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux simplement te demander comment Israël, plus petit que le New Jersey et situé dans la pire région du monde, est devenu une superpuissance technologique en si peu de temps. Comme le disait Golda Meir, avions-nous le choix? J'adore. Nous sommes tous l'homme lapin. J'aurais aimé la rencontrer. Oui, en tant que petit-fils de survivant de l'Holocauste pur jus, je dirais la même chose. Nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons été forgés. Mais je pense que, vous savez, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous montez dans un taxi à Tel Aviv et que vous parlez au chauffeur, vous lui demandez depuis combien de temps il est chauffeur de taxi. Il répond: je ne suis pas chauffeur de taxi, j'ai une start-up. Ça, c'est mon boulot à côté, vous voyez? C'est ancré dans la culture d'Israël et dans tout le pays. Ça ne ralentit pas. Il a aussi mené de nombreuses guerres, tu sais. Magnifique. À l'heure en plus. Merci les gars.